Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Marc Leblanc, président d'Objectif Fibre. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire organisé à l'occasion de la parution du guide 2023 des bonnes pratiques professionnelles d'Objectif Fibre. Avant de rentrer dans le vif du sujet de ce webinaire, quelques mots d'introduction. D'abord deux chiffres, 35-18. 35-18, alors ce n'est pas le score d'un match de rugby ou d'un match de handball. 35-18, c'est l'état du déploiement du plan France Très Haut Débit au 31 décembre 2022. 35 millions de prises raccordables, 18 millions d'abonnés à la fibre. Donc, ces chiffres attestent de la bonne poursuite du déploiement du plan France Très Haut Débit et de l'appétence des abonnés à la fibre optique. Objectif Fibre accompagne ce déploiement et ses activités de raccordement. Objectif Fibre est une plateforme collaborative, pour rappel, qui est au service de la filière et qui travaille depuis maintenant plus de 14 ans à identifier et à lever les obstacles à un déploiement, au déploiement de la fibre optique en France, afin d'en garantir la qualité, l'homogénéité et la résilience. Objectif Fibre regroupe, vous savez, l'entièreté de la filière à travers de ses 5 fédérations membres, la FFIE, la FFT, la FIEC, Infranum et le CERS. La représentativité de cette plateforme est un gage de la qualité et de la légitimité de ses travaux. Enfin, dernier point, les travaux d'Objectif Fibre s'inscrivent évidemment, comme je l'ai dit, dans le cadre du plan France Très Haut Débit. Et Objectif Fibre travaille en étroite collaboration avec le gouvernement et avec le régulateur. Pour en revenir à ce qui nous occupe aujourd'hui, donc les guides des bonnes pratiques, ces guides ont pour objectif, pour ambition, de recueillir les règles de l'art en matière de déploiement et de raccordement des locaux, depuis la conception des réseaux jusqu'à leur réception par des équipes formées et compétentes. Le guide 2023, qui va vous être présenté aujourd'hui, adresse le segment très spécifique des locaux individuels neufs à usage résidentiel ou professionnel. Enfin, je vous rappelle que ces guides, qui sont au service de la filière, sont en libre accès sur le site Objectif Fibre, objectif-fibre.fr. Le programme de cette matinée sera le suivant. Donc, en premier lieu, une allocation d'ouverture par Zakaria Alayan, qui est directeur des programmes France Très Haut Débit et France Mobile au sein de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Ensuite, la présentation du guide des bonnes pratiques 2023 par Didier Cazes, rapporteur du groupe de travail bonnes pratiques au sein de l'Objectif Fibre. Ensuite, une table ronde animée par Anne-Sophie Perry-Saint-Faber, déléguée générale d'Ignes, qui nous permettra de toucher du doigt les enjeux opérationnels pour le raccordement de ces locaux et qui nous permettra d'avoir des témoignages et des attentes des intervenants dans le déploiement opérationnel de ces locaux. Enfin, nous aurons une allocution de clôture par M. Yannick Saint-Roch, directeur général du CERS. Voilà, vous pouvez à tout moment dans l'espace chat nous faire part de vos questions, de vos commentaires. Nous essaierons d'y répondre en direct ou bien dans un deuxième temps. Je vous remercie à tous de votre présence. Je vous souhaite un excellent webinaire. J'espère que vous y apprendrez des choses. Et je cède la parole à Zakaria Alayan pour la NCT. Zakaria, la tribune est à vous. Parfait. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, merci Marc pour m'avoir donné l'opportunité d'échanger, d'intervenir lors de ce webinaire. Et donc, je commence d'abord par me présenter. Tu l'as déjà fait, Marc, mais je me permets de redire un tout petit mot. Donc, je m'appelle Zakaria Alayan. Je suis directeur des programmes d'infrastructure numérique au sein de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Alors, infrastructure numérique, ce sont les programmes France Mobile et France Très Haut Débit. Donc, nous, en résumé, si je peux me permettre un peu de couper un peu dans le virage, on est là pour établir les tuyaux du numérique pour qu'ils aillent jusqu'à tous nos concitoyens. Et donc, j'appartiens à l'Agence nationale de la cohésion des territoires qui, elle, est au service des collectivités. C'est notre rôle à nous, État. Et on est une agence de l'État et on travaille au bénéfice des collectivités en les accompagnant dans leurs projets. Évidemment, on porte un regard aussi dans les déploiements privés. On y est particulièrement attentif. Il y a un certain nombre d'engagements pris par les opérateurs, mais également, vous l'aurez compris, nous accompagnons techniquement et financièrement les projets des collectivités. Alors, Marc, tu as cité quelques chiffres qui me semblent assez éloquents et c'est exactement ça rebondit parfaitement aux 2-3 mots que je voulais évoquer. Et effectivement, le déploiement de la fibre bat son plein. Et les objectifs très ambitieux qui étaient à l'origine aujourd'hui me semblent à portée. Donc, les quelques chiffres que tu as cités sont en effet suffisamment éloquents. Près de 35 millions de locaux rendus raccordables en fin 2022 sur l'ensemble du territoire national, ce qui représente quand même 80% des locaux du territoire national.
Juste l'année 2022, avec 4,75 millions de locaux, a été une très bonne année. Et tous ces chiffres placent la France aux premières places, peut-être même, je veux dire même, à la tête des classements européens. Donc, le rythme aujourd'hui de déploiement de locaux rendus raccordables atteint presque 20 000 locaux par jour. Donc, vous voyez, la mécanique est installée, elle est industrielle et c'est une excellente chose. Donc, en tout cas, on est absolument ravis, nous, ANCT, mais d'une manière générale, l'État. Marc, tu as cité les abonnements, qui sont pour nous un indicateur déterminant de l'appropriation de nos concitoyens à la fibre. Effectivement, aujourd'hui, on a 18 millions d'abonnés au très haut débit qui passent par la fibre. Donc, 18 millions de locaux qui sont raccordés. Ce n'est pas raccordable, c'est raccordé à la fibre. Alors là, ça confirme deux choses. Donc, que nos concitoyens adhèrent à la fibre et surtout qu'ils sont en attente. Parce que voilà, c'est ça qui est très concret, c'est lorsque la fibre arrive, eh bien, nos concitoyens s'en saisissent. Donc, on peut être très satisfait de tous ces chiffres, on peut s'en satisfaire, mais il ne faut jamais oublier que le plan qui est celui de l'État, qui s'appelle le plan France Très Haut Débit, ne sera un succès qu'à une seule condition. Évidemment, de réussir toutes les étapes, mais particulièrement ce qui nous apparaît être la dernière étape du déploiement, qui est celle du raccordement. Sans une réussite de la dernière phase du raccordement, ce sera, il me semble, un échec. Vous en avez beaucoup entendu parler, ça fait l'objet de beaucoup de discussions, d'interventions du gouvernement, de l'ARCEP, des acteurs du secteur, mais aussi du sénateur Chaise. Voilà, vous comprenez que c'est un sujet particulièrement sensible parce qu'encore une fois, le plan ne serait une réussite que si cette dernière étape est réussie. Et pour des raisons, en fait, dans le fond, très simples et assez rationnelles, c'est le raccordement en fait, de l'usager. C'est quand même la fin, enfin plutôt, c'est l'aboutissement de l'effort de tous, de vous, de nous, mais c'est parce que c'est le dernier maillon de la chaîne de déploiement, mais c'est aussi et surtout l'étape la plus visible du grand public. Et dès lors où elle est visible, c'est déterminant pour nous que le grand public, qui lui rencontre en fait la fibre, il la voit dans ses déploiements le long des routes, mais surtout il la constate, il prend la mesure le jour où la fibre rentre chez lui. La qualité du déploiement, du raccordement, donc elle est déterminante. Et donc à ce titre, je tiens à féliciter Objectif Fibre pour tout le travail accompli, pour toutes les publications que vous avez publiées qui aujourd'hui font référence pour l'ensemble de la filière, et ça, il me semble, depuis 2015. Alors, 2015, je crois que c'est la date, si je ne me trompe pas, Marc, mais tu me corrigeras, du premier guide. Et il me semble, alors si j'ai bien retrouvé le bon guide, je crois que c'est sur les déploiements aériens. Donc, depuis 2015, vous faites référence et je vous félicite parce que c'est absolument déterminant pour la filière. Donc, vous avez compris, l'ANCT partage les objectifs et l'ambition d'Objectif Fibre. On partage les mêmes enjeux, notamment celui du raccordement des logements neufs dont on parle aujourd'hui, et particulièrement des logements individuels. Et à ce titre, le nouveau guide que vous présentez aujourd'hui, pour moi, représente encore une fois un référentiel exhaustif et pédagogique. La diffusion des bonnes pratiques, et Dieu sait que c'est déterminant, à l'ensemble des parties prenantes est crucial, absolument crucial, et particulièrement à l'heure où la fibre est amenée à devenir le réseau de référence des communications électroniques en substitution du cuivre. Là, on est vraiment, vous l'aurez senti, on a un momentum où la dynamique de la production de la fibre est excellente, mais en même temps, déjà, on rentre dans la mécanique d'extinction du cuivre. Donc, ce nouveau guide, particulièrement donc, qui est destiné au logement neuf et aussi et particulièrement au logement individuel, et arrive à quoi nouer parce que c'est cette séquence d'appropriation voilà, de la fibre par nos concitoyens. Donc, encore une fois, vous avez compris mon message. Le raccordement est, il me semble, le principal facteur d'appréciation par le grand public du plan France Très Haut Débit et notre action collective, parce que c'est évidemment l'étape la plus visible. Et donc, encore une fois, je vous félicite Objectif Fibre pour cette nouvelle publication qui, moi, il me semble, va permettre le raccordement de tous nos concitoyens dans de très bonnes conditions. Et surtout, je vous souhaite à tous un excellent webinaire. Et surtout, à très bientôt. Encore une fois, je suis donc le directeur des programmes et je suis surtout à votre disposition tous. Donc, n'hésitez pas si vous aviez dans les prochaines semaines des interrogations. Je suis à votre disposition. Marc me connaît très bien. Il peut me saisir à tout instant. Je suis à votre disposition. Merci beaucoup, Zacharia. Merci pour cette intervention, d'autant plus que je sais que tu as un agenda assez chargé puisque vous avez aujourd'hui un événement à la NC Tour. Donc, merci encore d'avoir pris ces quelques minutes pour nous apporter cet éclairage. Encore une fois, je retiens quelques messages très forts. Effectivement, le fait que le déploiement de la fibre pour le grand public ne se voit que quand la fibre arrive
chez les abonnés. Donc ça, c'est très important. Et effectivement, comme ça a été rappelé, Objectif Fibre, les 3 derniers guides pratiques publiés par la plateforme se sont focalisés sur le raccordement. Pour rappel, en 2020, nous avons fait un guide sur le raccordement sur l'existant, qui représente évidemment la grande majorité des locaux. L'an dernier, nous avons fait un guide sur les immeubles collectifs neufs, et cette année, donc un guide sur le raccordement des locaux individuels neufs. Donc, nous travaillons Objectif Fibre, évidemment, en étroite collaboration avec la NCT, comme je l'ai rappelé en introduction. Donc, c'est très important pour nous de coller à l'actualité. Et justement, ces 3 derniers guides publiés ont bien vocation à s'assurer que le raccordement, qui est l'étape évidemment la plus visible pour le grand public, se fasse dans les règles de l'art par des personnels qui sont formés pour adresser les problématiques de qualité, on en parle beaucoup, également de résilience et d'homogénéité des réseaux. Donc, évidemment, Objectif Fibre continuera ses travaux et continuera à travailler en étroite collaboration avec la NCT. Voilà, encore une fois, Zakaria, merci infiniment pour avoir pris ces quelques minutes dans ton agenda, je sais, très chargé. Et puis, à très bientôt pour de nouvelles aventures avec la NCT. Merci. Au revoir. Voilà, je vais passer désormais la parole à Didier Cazes, donc rapporteur du groupe de travail Bonne pratique professionnelle au sein de la plateforme, qui va rentrer dans le vif du sujet et vous présenter donc ce guide 2023. Voilà Didier, c'est à toi. Merci Marc, merci pour cette introduction et ce passage de relais. Donc bonjour à tous et à toutes. Encore un grand merci pour que je puisse une fois de plus présenter le fruit de travaux qui a réuni nombre d'entre vous qui déjà fortement et encore, j'espère que justement ce que vous allez découvrir est vraiment votre souhait avant tout et votre traduction de ce qu'on appelle les bonnes pratiques. Donc nous commençons. Donc, on passe donc au premier slide qui veut simplement dire que pourquoi ce guide qui est donc dédié donc, aux locaux individuels et aux réseaux. D'abord, une question de contexte. Donc, le contexte et les enjeux autour des métiers, ça me paraissait important. Je vous rappelle que tout ça, les métiers du BTP sont fortement concernés par le déploiement. Donc, la réglementation, elle est stabilisée depuis 2000. Donc, c'est déjà pas mal. Il y a eu une multitude de lois qui l'ont confirmé, de la LME à la loi Macron à la loi Elan. Le réseau de communication électronique, donc très haut débit, se veut être une infrastructure essentielle, et notamment dans le bâti neuf, tout comme dans le bâti ancien. On a pu le constater ces dernières années. L'année 2022, je voulais simplement vous rappeler 2 chiffres. Donc, 376 000 logements mis en chantier et quand même, pour le sujet qui nous affectionne aujourd'hui, donc 168 000 maisons individuelles, donc à peu près 40% sur le marché, en font l'objet. Donc, ce n'est pas rien quand même, et d'où pourquoi il fallait qu'on écrive quelque chose sur ce secteur-là. Alors, le secteur du BTP, ce qui me paraît important, c'est qu'il est fortement impacté. Ça part des bureaux d'études en passant par les électriciens dits courants et aussi tout ce qu'il faut. Et ce qui me paraît relativement important, c'est que parmi les électriciens, c'est quand même 12% de ce qui constitue donc les entreprises du BTP, en règle générale. C'est pas rien, c'est énorme, c'est à peu près 70 000 entreprises qui sont concernées. Dans les travaux publics, à peu près 6%, ce qui fait aussi donc 2600 entreprises concernées. Et la taille, la répartition des entreprises, ce qui me paraît être un enjeu majeur et qui me paraît important quelque part, c'est que en gros 71% des entreprises, ce sont des artisans qui sont concernés. C'est des gens qui travaillent toutes seules, en gros, et qui n'ont pas de salariés et qui vont répondre à les mettre, notamment dans les maisons individuelles, donc ce courant faible. C'est important et il y a en gros 24% de cet ensemble de la filière d'entreprises inférieures à 10 salariés. Donc, pourquoi je dis ça? On passe donc au slide suivant, donc quelque part, pour simplement
Donc, le slide est encore plus loin. Donc, pour simplement vous dire que quelque part, beaucoup de monde sont concernés. Alors, beaucoup de monde sont concernés, notamment pour une question de qualité réalisée dans les règles de l'art. Alors, les règles de l'art, on ne va pas rappeler ce que c'est, mais quand même, il faut savoir que les enjeux de ce début du XXIe siècle, c'est que la fibre pour tous répond à la vague des objets connectés, tout ça, en fait, tout ce qu'on va dire, les accès aux services dits essentiels. C'est important. Et donc, il y a quand même quelque chose qui est important là-dedans, c'est la nécessité de construire des autoroutes du numérique en réponse à tous les besoins, qu'ils soient privés ou, ou communs. Hein. Ça ne s'arrête pas simplement à ce qui se passe dans le logement lui-même. Il y a le smart, il y a la smart city, tout ça, enfin tout ce qui rayonne autour. Il y a aussi des enjeux forts qui sont importants quand même, qui sont non négligeables. Vous avez tous entendu parler de l'arrêt du RTC, du zéro cuivre, du décommissionnement du cuivre, dans des grands projets qui se mettent en marche justement à côté de cela. Et donc, il faut pour cela, tout cela ne peut fonctionner que si on était. Et il y a une vraie politique affichée des parties prenantes, aussi bien côté ministériel, bien sûr, justement, puisque la préface même a été faite par Jean-Noël Barrot, mais oui, mais aussi, donc, on va dire qu'on va avoir tout ce qui est l'écosystème, les bureaux d'études, les acteurs du domaine immobilier, enfin, un peu tout ce petit monde. Donc ça aussi, c'est relativement important pour moi qu'on puisse voir, pardon, voilà. Alors voilà, on passe au slide suivant, si vous voulez. Justement pour qu'on puisse examiner. Voilà. Alors, ce qui me paraît important aussi, c'est que la volonté industrielle de bien faire dès la première fois et au bon moment, qui a été partagée par vous tous qui avez participé aux travaux, c'est avant tout de garantir, de pouvoir accorder son projet immobilier au réseau de l'opérateur d'infrastructure le plus tôt possible dans les délais réglementaires, de garantir aussi à l'opérateur commercial de la possibilité de proposer les services aux clients dès son entrée dans le logement, et en même temps de disposer de cahiers des charges de référence qui va être reconnu par les filières et instances réglementaires, y compris les organismes de certification, voire de normalisation. Alors, les clés du succès, elles passent par le fait que d'avoir anticipé le raccordement du réseau public-privé. Donc ça, c'est important ce que je vous dis là, c'est ça qu'il faut retenir, avoir anticipé le raccordement, s'être assuré de la compatibilité du réseau local individuel ou groupé avec celui de l'opérateur d'infrastructure, c'est-à-dire ne pas construire un énième réseau qui ne serait pas compatible, et d'avoir identifié et s'être mis en relation avec l'opérateur d'infrastructure. Et ça, dans le guide, vous allez le retrouver plein de fois, où il est chaque fois demandé à celui qui envisage de construire, qui a eu son permis de construire, de se rapprocher de son opérateur d'infrastructure pour que, justement, on soit bien d'accord sur ce que chacun attend de l'autre. Et ça, c'est relativement important là-dessus. Pour ceux qui ne le savent pas encore, vous savez, il y a quand même beaucoup d'opérateurs d'infrastructure sur le plan national. Donc, vous, constructeurs, en même temps, donneurs d'ordre, vous pouvez aller sur une carte, justement, sur le site de l'ARCEP et en tapant l'adresse, trouver justement, précisément, quelque part, quel est votre interlocuteur en la matière. Et ça, c'est relativement important quand même à suivre. Alors, slide suivant, s'il te plaît. On va retrouver, c'est que vous avez un document de 316 pages qui est purement dédié à l'immobilier individuel neuf. Je dis bien individuel neuf. Donc, c'est assez important. Sous la forme d'une notice de montage, avec 6 cas précis qui ont été traités et dans lequel vous avez un panel de choses, du cadre réglementaire, tout ce qui peut être infrastructure mobilisable, tout ce qui peut être organisation de chantier, distribution interne du local, hein, et puis des études de cas. Nous avons choisi volontairement 6 typologies immobilières et après, par rapport à ça aussi, un prérequis à la réception de l'installation. Voilà, tout ça, ça apporte des garanties tant pour l'opérateur d'infrastructure que pour l'OC, après l'opérateur commercial, pour s'assurer que où il va,
faire son raccordement, il va trouver ce qu'il attend, quelque part. Donc, une installation bien standardisée qui va être durable et qui aura été réalisée dans les règles de l'art. Alors, slide suivant, on va plus loin. Et donc, on va le parcourir de 2 slides encore, et puis j'en aurai terminé, simplement pour vous donner, en gros, quelque part, qu'est-ce que vous allez découvrir à l'intérieur. Et le local individuel, c'est quoi? C'est beaucoup de choses à la fois. La définition dit que la maison correspond à un bâtiment ne comportant qu'un seul logement et disposant d'une entrée particulière. Bon, voilà, ça c'est la définition classique, quelque part. Mais là-dedans, bon, ça c'est bon aussi pour le local commercial, le local professionnel, individuel. Et donc là-dedans, il y aura plusieurs catégories. Il y aura la maison dite individuelle pure et puis la maison dite individuelle groupée. Et là, on a travaillé tous ensemble pour identifier justement le local, y compris le local professionnel individuel, bien sûr, hein, qui ressemble à ça, qui peut être aussi individuel et groupé ou groupé. Et donc, vous avez devant vous là les différents cas de figure que nous avons traités, quelque part, ce qui peut être individuel isolé, quelque part, que ce soit le garage ou la boulangerie ou la station BP ou la station Total, hein, d'ailleurs, et puis ainsi de suite, ou donc la maison. Mais après, il y a tout ce qui peut être tout ce qui est jumelé. Alors, jumelé, ça peut être deux logements résidentiels, comme ça peut être un logement résidentiel et un logement commercial. Bon, ça se trouve. Et après, on trouve beaucoup de choses qu'on trouve maintenant, c'est assez à la mode aussi, ces maisons individuelles en bande qu'on retrouve. Bon, voilà, autrefois, on aurait dit que c'était les maisons Coron, hein, et tout ça. Enfin, voilà. Là, on se retrouve beaucoup maintenant dans des maisons de ville où on retrouve une multitude de maisons accolées un peu. Bon, ça peut avoir un traitement tout particulier, y compris les lotissements, bien sûr, les zones artisanales, voire le mixte. C'est-à-dire où il y a du pavillon et il y a de l'immeuble. On a voulu vous donner des exemples précis, une fiche métier, enfin une fiche technique pour chacun des cas de problème. Donc là, on passe au slide suivant. Donc vous allez y trouver des principes quand même didacticiels spécifiques et sous la forme d'une lecture simplifiée. 300, donc plus de 300 pages, ça veut dire qu'il faut savoir trouver ce qu'on veut et où on veut. Et donc, ça a été bien sectorisé et on va retrouver des choses. L'identification des bonnes pratiques, elle est souvent enrichie de recommandations objectifs fibres, c'est-à-dire ce qui est vos recommandations, de votre expérience sur le terrain. Et donc, vous avez ce smiley souvent, donc objectif fibre qui apparaît. Et ensuite, vous avez des explications avec des beaux visuels en 3D, tout ça, qui vous racontent un petit peu l'histoire et les différents points sur lesquels vous êtes attendu au moment où on va aller vérifier si vous avez bien travaillé dans les règles de l'art. Ça, c'est assez important. On a vraiment des installations très bien préparées qui vous montrent ce qui est de l'ordre du domaine public et ce qui est de l'ordre du domaine privé. Dernier slide sur le sujet, là, pour que je fasse un peu de teasing, pour que je vous donne envie de le télécharger après. Donc, il permet aussi d'appréhender donc les différentes étapes de l'installation suivant le parcours complet de bout en bout. C'est assez important, on part de la rue et puis on se retrouve dans son canapé. Et donc, en gros, il y a donc le point de branchement optique qu'on va trouver souvent là, dans ce cas précis, dans la rue, qu'il soit sur un poteau ou qu'il soit dans une chambre souterraine, quelque part. Il y a le point de démarcation en limite de propriété, dans lequel il va y avoir un point de coupure un peu entre domaine public, domaine privé dessus. Il y a ensuite cette arrivée donc au niveau de la GTL, qui la plupart du temps, dans le cas des maisons individuelles, se retrouve soit dans l'entrée, soit dans le garage. Enfin bon, voilà, je vous fais des caricatures, un petit peu des choses, mais enfin ça ressemble un peu à ça, mais dans lequel on attend des choses, on attend une installation type qui permette, donc avec des recommandations d'objectifs fibres dessus. On a l'exemple aussi type qui est attendu dans la distribution des services dans le logement ou dans le local commercial. C'est assez important. C'est à l'identique, je veux dire, entre un logement
individuel isolé et un logement dans un immeuble collectif, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que quelque part, il y a des prises, il y a une distribution, il y a un câblage Ethernet, il y a bon, voilà, il y a des choses comme ça. Et il y a aussi les recommandations sur lesquelles vous serez attendu le jour où vous serez contrôlé, c'est-à-dire la recette de l'installation. Donc, toute une recette, la recette en même temps, donc, qui va venir enrichir ce qu'on appelle un dossier de récolement après pour que chacun sache ce qui, alors, pour le donneur d'ordre, ce qu'il a payé, lui, il sait comme ça ce qu'il a payé, quelque part, mais pour celui qui récupère le réseau pour la connexion, qui va se connecter sur le réseau, il se retrouve là-dessus. Et là, pour terminer là-dessus, je vous rappelle une chose, c'est que ça a changé un petit peu aux pratiques du XXe siècle, où parfois on s'assurait de mettre uniquement des fourreaux et puis on laissait des fourreaux pour que l'opérateur télécom vienne mettre dedans un câble. Là, on est dans une logique où toute l'installation, comme pour un immeuble, a été faite, c'est-à-dire le contenu, le contenant, tout est en place jusqu'au point de démarcation. Ça, c'est assez important. C'est des points forts qu'il faut conserver et se mettre à l'idée pour que, justement, on soit bien en phase. D'où pourquoi la relation entre l'opérateur d'infrastructure et l'opérateur constructeur, quelque part, soit effective dès le départ. Pour terminer, donc, mon dernier slide, c'est simplement pour vous dire que maintenant, eh bien, dès aujourd'hui, donc 23 mai, vous pouvez aller sur le site d'Objectif Fibre, que vous connaissez très bien, je pense, aller chercher directement, faire un premier clic pour aller sur les sites, l'endroit précis où vous allez pouvoir télécharger le guide. Je vous rappelle que ce guide-là annule un premier qui avait été fait en 2017 et donc, en gros, vous pourrez le consulter, en faire bon usage et puis vous pourrez l'utiliser à tout moment maintenant. Bon, merci pour votre écoute. À très bientôt et je resterai donc aussi sur le pont pour éventuellement répondre à des questions. Merci beaucoup Didier pour cette présentation synthétique du guide 2023. Avant de passer la parole à Anne-Sophie, je voudrais rappeler quelques éléments qui sont très importants. Ces guides des bonnes pratiques se veulent être le référentiel pour la filière. C'est un travail qui est collectif, qui est collaboratif, qui est commun, et c'est à la fois le grand challenge et la grande satisfaction que nous avons au sein d'Objectif Fibre, c'est d'arriver à mettre le temps de ces travaux, toute la filière autour de la table, pour travailler sur un référentiel commun. Ça, je pense que c'est très important. Deuxième point qui est très important, et vous le verrez dans le guide dans ces guides qui sont de plus en plus riches, c'est la totale neutralité des schémas. Donc c'est vraiment les règles de l'art à partager par tous et pour tous. Et puis, un dernier point très important, comme l'a rappelé Didier, ces guides rappellent les règles de l'art, mais aussi reprécisent le cadre réglementaire, parlent des matériels, des normes à respecter, des règles de l'art donc à appliquer, des recettes, mais également de la partie formation, tant il est vrai que maîtriser les règles de l'art, connaître les règles de l'art, c'est évidemment indispensable. Les maîtriser et les appliquer sur le terrain, c'est une autre chose. Et la partie formation, évidemment, est rappelée dans ce guide 2023, comme dans tous les guides. Voilà. Donc, Didier, je voudrais profiter de ce petit moment d'abord pour te remercier, pour remercier évidemment tous les contributeurs à ce guide et à tous les guides précédents. Ce qui fait la richesse de ces guides, c'est évidemment la variété des contributions et c'est aussi le talent que tu as eu, Didier, depuis 14 ans à coordonner toutes ces actions. Donc, voilà, je profite de l'instant pour te remercier. Je sais qu'on aura l'occasion de continuer à travailler ensemble prochainement. Donc, merci à toi, merci à tous les contributeurs pour la qualité du travail. Et je vais passer la parole à Anne-Sophie qui va maintenant s'attacher dans la table ronde avec ses invités à pointer du doigt un certain nombre de points opérationnels, puisqu'une fois qu'on a ces guides, quelles sont les attentes, quelles sont les questions et quelles sont les problématiques opérationnelles auxquelles se trouve confrontée la filière. Anne-Sophie, je te donne la parole et je te remercie d'avance. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Écoutez, effectivement, une table ronde
pour venir illustrer les enjeux et les points clés des bonnes pratiques pour les locaux individuels. Donc, ce matin, on a réuni pour ce faire une table ronde avec 5 panélistes que je vais vous présenter. Je les invite tous à mettre en route leur caméra aussi pour que vous puissiez les identifier. Alors, je vais commencer par, par ce Gauthier Nanou qu'on voit à l'écran, qui est directeur d'exploitation d'Axione et un opérateur d'infrastructure membre d'Infranum. Je ne sais pas qui vous voyez d'autres. Donc, normalement, nous avons aussi Jean-Marie Bailly, qui est donc PDG d'Obélec, donc une entreprise d'électriciens intégrateurs de 135 salariés qui est basée à Troyes, qui va bientôt fêter ses 50 ans et qui est membre de la FFIE. Nous avons également, côté industriel, donc Christophe Prévost, qui est PDG de Melcom, une PME française donc fabricante de produits de connectivité et également président du comité réseau numérique d'Ignes. Nous avons ensuite Sébastien Olivier, directeur client du Consuel, donc bien connu notamment pour les attestations sur la sécurité électrique. Et enfin, Victor Tchiboudjian, qui est adjoint à la chef de l'unité fibre optique de l'ARCEP et qui a notamment en charge les sujets de réalisation de raccordement, de processus entre OI et OC, avec bien évidemment pour objectif de travailler pour éviter les échecs de raccordement. Je pense que l'ensemble du panel est donc là, et ma première question va aller à Victor justement Tchiboudjian, pour savoir, pour nous faire un petit rappel sur les obligations réglementaires qui s'imposent aujourd'hui aux opérateurs d'infrastructure quand on est dans ce cadre bien précis des locaux neufs. Merci Anne-Sophie. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, il y a finalement une seule obligation qui s'impose à l'opérateur d'infrastructure dans le cas des constructions neuves. C'est que depuis décembre 2020, l'opérateur d'infrastructure qui déploie la fibre optique sur une zone doit rendre raccordable à son réseau en fibre optique la construction neuve dans un délai de 3 mois à compter de la mise à disposition des infrastructures nécessaires au raccordement par le particulier ou par le promoteur. C'est-à-dire que le câblage en fibre optique doit être déployé sur le domaine privé et le génie civil doit être construit sur le domaine privé et sur le domaine public en droit du terrain. Alors bien sûr, c'est sous réserve que le déploiement en fibre optique sur une zone est bien démarré et que le particulier ou le promoteur ait fourni tous les livrables nécessaires 3 mois avant la livraison des infrastructures nécessaires. Donc, pour résumer, si à la fin du chantier, vous souhaitez que votre bâtiment soit raccordable à la fibre optique par l'opérateur d'infrastructure, il faut avoir mis à disposition de l'opérateur d'infrastructure 3 mois avant les infrastructures nécessaires et encore 3 mois avant, donc c'est-à-dire 6 mois avant la fin du chantier, les livrables nécessaires. Moi, ce que je voulais peut-être aussi passer comme message, c'est que la réalisation de ces travaux, que ce soit le câblage optique en domaine privé ou la réalisation du génie civil sur le domaine privé ou en droit du terrain sur le domaine public, cela relève du marché concurrentiel. C'est-à-dire qu'il y a une multitude d'acteurs qui peuvent intervenir pour le compte du promoteur et du particulier, l'opérateur d'infrastructure comme des bureaux d'études spécialisés. De toute manière, tout expliqué dans le guide d'objectifs fibre, où on retrouve bien sûr les bonnes pratiques, mais aussi l'état de l'art pour le déploiement de la fibre optique à l'intérieur des constructions. Merci. On va continuer ce petit tour d'horizon réglementaire. Donc, on a vu la réglementation côté opérateur d'infrastructure. Dans le cadre des constructions neuves, on a aussi une partie réglementaire qui va s'appliquer finalement aux constructeurs de locaux individuels. Christophe Prévost, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu les grandes exigences qui sont dues au regard de la fibre, justement ? Alors très bien, donc la réglementation a prévu en fait depuis maintenant une quinzaine d'années l'arrivée de ces réseaux très haut débit dans le logement. Donc on parle du raccordement, mais aussi de l'utilisation de ces réseaux dans le logement. Et on peut citer le Code de la construction et de l'habitation avec l'arrêté du 3 août 2016 qui prescrit un réseau de communication universel permettant l'accès au téléphone et aux services audiovisuels, que ce soit la télévision terrestre, satellite et les réseaux câblés. Donc, l'annexe 2 de cet arrêté précise l'architecture, les performances attendues, les différents composants, le nombre de prises minimales RJ45 à positionner dans le logement suivant sa taille. La loi impose aux constructeurs de bâtiments de plusieurs logements ou de locaux professionnels le raccordement à la fibre selon ces principes pour chacun des lots. Et plus récemment, cette exigence a été étendue
au logement individuel et au lotissement. Ce qui veut dire que tout logement, qu'il soit individuel ou collectif, doit disposer d'une infrastructure qui permet d'avoir un raccordement jusqu'en limite de propriété. Si on rentre dans le logement, l'installation intérieure de communication permet l'accès au téléphone, aux services de communication audiovisuelle, aux données numériques, mais aussi aujourd'hui permet de créer une infrastructure qui va permettre de raccorder l'ensemble des objets connectés ou des équipements du logement qui ont besoin de se connecter. Et ce câblage en étoile, donc en étoile depuis un coffret de communication, doit comprendre à la fois un coffret de communication, une zone attenante, une prise d'alimentation électrique pour pouvoir raccorder les actifs, des box ou des switches, et un certain nombre de prises RJ45 qui dépendent, encore une fois, de la taille du logement. Donc voilà, donc tout est clair dans le code de la construction et tout est imposé aux acteurs qui construisent des logements individuels ou collectifs. Parfait, donc vous voyez bien ce fil réglementaire qui part finalement de l'infrastructure et de l'opérateur d'infrastructure qui détermine bien en fait les règles aussi à l'entrée de la propriété et qui se poursuit ensuite à l'intérieur du logement. Donc, dans le cadre, c'est différent des logements existants. On a bien là ce continuum qui est posé et ces travaux qui sont prévus dans le cadre des logements neufs. On continue avec un autre acteur qu'on voit souvent proche du réglementaire, qui est le consuel, bien connu dans le cadre des courants forts, à travers les attestations de conformité électrique. Mais aujourd'hui, on parle de courant faible, de fibre. Et du coup, pourquoi le consuel est parmi nous aujourd'hui sur ces sujets? Merci Anne-Sophie de me laisser la parole. Bonjour à toutes et tous. Alors, sécurité au consuel, sécurité électrique évidemment courant fort, rythme de plus en plus et va rythmer de manière conjointe avec sécurité numérique et sécurité courant faible. Donc consuel se positionne évidemment comme un acteur essentiel dans le cadre de cette dynamique très forte que je développerai par la suite. Donc aujourd'hui on met en place un certificat consuel courant faible. Celui-ci va couvrir l'ensemble de la colonne de communication, en partant du point de raccordement jusqu'aux prises terminales dans le logement, en passant par le coffret de communication évoqué à l'instant par Christophe. Il ne couvre pas les sujets autour des travaux VRD, pour préciser cela. Un petit historique sur notre certificat, ça fait plus de 3 ans que nous l'avons mis en place, nous en réalisons un peu plus de quelques centaines par an. Et nos clients sont essentiellement aujourd'hui des promoteurs et des bailleurs sociaux, où on va évidemment travailler sur la dimension collective et individuelle. Comme Didier l'a rappelé tout à l'heure, finalement, c'est le même combat. Alors, les objectifs visés par notre certificat, il y en a 3. Le premier, c'est valoriser évidemment la compétence et la qualité des travaux réalisés par les installateurs. Le second, c'est s'assurer de la pérennité des installations en lien avec les bonnes pratiques. J'y reviendrai juste après. Et puis, peut-être le plus important, c'est évidemment satisfaire les usagers qui, effectivement, aujourd'hui, font face à de nouveaux enjeux de société émergents. Alors, pour parler de notre certificat et du guide Objectif Fibre, ici présenté, nous sommes précités et recommandés à 2 endroits, page 214 en lien avec les prérequis à la réception de la fibre optique et page 227 en association avec le dossier de récolement évoqué tout à l'heure aussi par Didier. J'en profite à mon tour pour saluer le travail de tous. Je rappelle que c'est un document gratuit, ça n'a pas été dit, mais je pense que ça mérite d'être souligné. Et puis, il reprend, comme cela a été dit, les bonnes pratiques pour l'ensemble des parties prenantes. Donc, on n'a pas le droit de ne pas être au rendez-vous. Merci beaucoup. Donc, ce cadre réglementaire étant rappelé, je propose à Gauthier Nanou, aujourd'hui en tant qu'opérateur d'infrastructure, de nous dire encore quelles sont les grandes difficultés que vous êtes encore confrontés sur le terrain. Merci Anne-Sophie. Alors, les deux principales difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, elles sont, je ne dirais pas qu'elles sont simples, mais elles sont classiques. Un, de se faire connaître, et 2, la qualité en fait des travaux. Pour se faire connaître, en fait, aujourd'hui, c'est assez compliqué pour un citoyen de comprendre entre tous les termes OC, OI, zone très dense, moyennement dense, les RIP, les DSP. Il faut qu'il s'y retrouve. Donc, le premier
La première difficulté, c'est de se faire connaître. Donc, on peut se faire connaître, bien sûr, dans les opérateurs d'infrastructure en zone d'initiative publique auprès des mairies. Et c'est surtout en fait le site de l'ARCEP qui permet aussi de déceler en fait directement en fait quel opérateur d'infrastructure il faut appeler. Donc ça, c'est hyper important de bien communiquer. Et aujourd'hui, on constate que beaucoup d'entreprises travaux, de maîtres d'ouvrage ne connaissent pas en fait ce sujet puisqu'ils avaient l'habitude avant d'appeler Orange, qui était l'unique et le seul en fait opérateur d'infrastructure. Donc ça, c'est une communication à faire, évangéliser un petit peu voilà, la filière métier et de la construction pour avoir ces réflexes. Le deuxième, donc, difficulté, c'est la réalisation en fait des travaux, qui soient en immeuble neuf ou en zone en fait de rénovation, en immeuble de rénovation. C'est les entreprises qui réalisent doivent respecter les règles de l'art. Les règles de l'art qui peuvent être différentes aussi auprès de chaque opérateur, mais qui sont sensiblement identiques. Donc, c'est vraiment ces règles de l'art, la connaissance des règles d'ingénierie. On voit tellement de choses qui arrivent avec des câbles en pleine terre, des câbles qui passent entre les arbres. Ça, c'est des choses en fait qui ne sont pas maintenues et qui ne peuvent pas être maintenues en fait dans le temps. Donc, c'est certain d'avoir en fait après des difficultés et de l'impact client et puis justement un service de mauvaise qualité. Donc, ce guide, pour nous, pour les opérateurs d'infrastructure, est un véritable outil pour connaître les règles de l'art et de connaître un petit peu exactement ce qu'il faut faire et ce qu'on attend en fait de nous. Voilà. Merci, j'en profite. On a une petite question, je pense, dans le chat là pour vous, qui est très précise et qui demande à quel moment le client doit-il fournir l'adressage à 3 mois. Merci. Ah. En fait, il peut y avoir plusieurs étapes. Dès que vous avez connaissance ou normalement au permis de construire, en fait, vous pouvez demander déjà l'adressage. Et donc, normalement, en mairie aussi, ils doivent vous communiquer qui appeler comme opérateur d'infrastructure. Après, vous avez peut-être une étape en amont où nous, on regarde un petit peu les zones qui commencent à être viabilisées. Et là, c'est là où aussi on essaye d'anticiper, parce que plus on anticipe, mieux c'est pour tout le monde, parce qu'on peut après bien créer le réseau qui arrive jusqu'à en fait, cette nouvelle zone de viabilisation. Donc, je dirais, la question, je peux répondre, enfin, c'est le plus tôt possible. Le plus tôt possible permet après d'avoir, en fait, de respecter les bons délais. Justement, si côté maîtrise d'ouvrage, le travail a été fait correctement avec l'information le plus en amont possible, on va être sur quel délai moyen à peu près de raccordement? Alors, Victor l'a rappelé, hein, on a une obligation, hein, c'est 3 mois. À partir du moment où on reçoit en fait l'ensemble des documents et des livrables, on a 3 mois pour en fait donner l'autorisation, enfin pas l'autorisation, mais accepter ou faire en sorte de bien construire pour connecter en fait au réseau d'infrastructure. Après, mais Victor aussi l'a redit, c'est dès qu'il y a un peu de génie civil, surtout sur la partie privative, ça peut prendre un peu plus de temps. Donc, c'est bien à ce moment-là, dès je dirais la construction en fait, des plans, de bien s'assurer que les parties de génie civil soient bien faites. Parce que c'est vraiment sur ce thème-là qu'on peut prendre du retard en fait, sur la livraison après, de l'adduction en fait, de la fibre optique. Alors justement, on va aller regarder de l'autre côté de la chaîne d'acteurs avec Jean-Marie Bailly. Vous êtes souvent titulaire de travaux liés à la fibre pour les constructeurs de maisons individuelles ou des promoteurs pour l'individuel groupé. C'est quoi votre retour sur ces chantiers? Ah, votre micro, Monsieur Bailly. Activé. Ah, je ne vous entends toujours pas. Il n'est toujours pas activé sur l'écran. Voilà. En bas à gauche. Je demande à réactiver le son. Non, alors, ça ne marche pas. Alors, on ne vous entend toujours pas, Monsieur Bailly. Non. En attendant, du coup, j'avais une petite question dans le chat, là, toujours sur l'adressage.
L'absence d'adresse définitive est-elle bloquante? Ça y est, je suis Ça y est. revenu. Ça y est. Oui, voilà. Oui, merci de me donner la parole. En effet, nous, de l'autre côté, sur la partie terrain, souvent, ce qui se passe, si je prends lors des appels d'offres, nous devons répondre à à un cahier des charges. Et ce cahier des charges nous définit toutes les installations qu'on doit faire. Donc, ces cahiers des charges, des fois, sont faits par des architectes, des bureaux d'études, et qui ne sont pas toujours en adéquation à tout ce qui a été dit auparavant. Et bien souvent, on nous demande à nous, en plus, de prévoir tout le câblage, que ce soit, si c'est un immeuble collectif, toute la colonne montante, de prévoir les dérivations, donc ce qu'on appelle, nous, dérivations d'abonnés, c'est-à-dire depuis la colonne montante jusque au DTI, à l'entrée du bâtiment, du logement, et puis du DTI jusque dans les prises dans le logement. Et les dernières réalisations qu'on vient de faire, là, notamment sur un collectif de 35 logements, bah, tout ça, nous, on l'a chiffré. Tout ça, on devait le réaliser. On nous a dit, bah, vous passez que les fourreaux. Donc, on ne passe que les fourreaux et des fourreaux vides, aiguillés, bien sûr. Et alors que nous, la prestation, elle a été prévue chez nous. Et en fait, c'est l'opérateur qui, lui, va venir faire tous les travaux. Donc, il va revenir après, une fois que le bâtiment est livré, retirer toutes les fibres. Et nous, par contre, si une chose que j'oublie, qu'en fait, nous, on va faire la partie cuivre. Aujourd'hui, on continue toujours à faire la partie cuivre entre la prise et le DTI. Je vous entends pas. Allô, vous m'entendez? Décidément, c'est mon tour de ne pas activer mon Excusez-moi. micro. Ouais. Aujourd'hui, on est sur les locaux individuels, donc pas le collectif. Alors, sur les locaux individuels, on est dans dans le même code de configuration. Bien souvent, nous, on va donc, pareil, soit on a les fourreaux qui sont à notre charge, ou le VRD, lui, va faire donc tous ces tranchées. Et nous, on doit donc passer les fourreaux d'un bout à l'autre. Ou alors, les fourreaux sont plus à notre charge, mais sont à la, sont, comment, dans l'OVRD. dans l'OVRD. Et souvent, bah là, ce qui se passe souvent, c'est qu'on a une problématique, c'est que soit il y a trop de longueur et il n'y a pas de regard entre le domaine public et l'intérieur du bâtiment. Donc, c'est compliqué d'aller tirer les câbles. Souvent aussi, des fois, il est au lot aussi prévu par l'opérateur. Quand l'opérateur vient, qu'il ne peut pas tirer le câble parce que justement, il y a des difficultés et parce que l'aiguille a cassé, parce que l'aiguille n'y est plus. Donc, du coup, il va redemander à nous de réintervenir en deuxième fois. Donc, ceci dit, on retrouve vraiment sur le terrain tous les cas de figure qui sont complexes. Et quand ça va très bien, on va dire que c'est à peine 50% quand tout va très bien. Parce que souvent, il y a toujours quelque chose qui ne va pas et qui va pas au bout, mais souvent, le sous-traitant, du sous-traitant qui vient sur le chantier, c'est là aussi la problématique de l'opérateur, c'est qu'il sous-traite une entreprise qui lui sous-traite et qui sous-traite à une autre personne qui, lui, n'est pas équipée justement pour repasser une vraie aiguille, utiliser l'aiguille nylon qui est dedans pour repasser une vraie aiguille pour tirer son câble. Et souvent, bah, il tire avec l'aiguille nylon qui casse. Et après, souvent aussi, ce qui peut se passer, c'est qu'on a entre le domaine public et le pavillon, on a des fois des mouvements de terre qui sont faits par le VRD parce qu'il aménage le gazon, il fait des allées et autres, et qui va venir effondrer le fourreau parce qu'il n'est pas toujours à la bonne profondeur non plus. Donc le fourreau, il est écrasé, on ne peut plus passer. De votre propos, on doit comprendre que le maître d'ouvrage s'appuie beaucoup sur vous pour aller discuter avec l'opérateur d'infrastructure. Oui, toujours. Il nous demande au départ de prendre contact avec l'opérateur, que ce soit pour France Télécom, enfin Orange aujourd'hui, ou l'opérateur, ou que ce soit pour l'électricité, c'est la même chose. En fait, c'est toujours l'électricien qui se met en rapport au démarrage avec les concessionnaires. D'accord. Et donc, c'est avec eux que vous allez travailler à définir la partie des travaux à effectuer en charge de l'opérateur d'infrastructure, en charge finalement du maître d'ouvrage? Oui, tout à fait. Tout à fait. Du coup, on continue sur ce tour d'horizon. Sébastien Olivier, est-ce que vous avez des retours terrain aussi sur les attestations de courant faible du Consuel, sur les problématiques qui peuvent être rencontrées? Oui, on a un certain nombre de retours, effectivement, puisqu'on réalise systématiquement un contrôle sur site pour vérifier l'adéquation réglementaire et travaux et la qualité associée que j'évoquais tout à l'heure. Donc, on peut catégoriser finalement ces retours en 3 axes. Le premier, c'est globalement une mauvaise mise en œuvre. Je vais illustrer trois sujets, ce qu'on pourrait appeler le câblage, le brassage et le repérage. Le deuxième point est plus en lien
pour le coup, avec le lien permanent qui n'est pas assuré, c'est-à-dire la mauvaise prise avec, en tout cas pas la bonne prise avec le bon câble ou inversement. Et le dernier point, c'est plutôt des problèmes de mise à la terre qui peuvent générer effectivement une perturbation des signaux. Ça, c'était le premier axe. Le deuxième axe, c'est des usages inadaptés et ou des technologies inappropriées. Je m'explique, un exemple. Vous avez aujourd'hui une TV, elle est connectée en Wi-Fi alors qu'elle devrait, je devrais dire, être raccordée en filaire sur le réseau fixe avec un câble RJ45, par exemple. Et le troisième sujet, c'est lié plutôt aux installateurs où on constate malheureusement parfois qu'il n'y a pas eu ces autocontrôles ou ces tests qui ont été réalisés sur le fonctionnement de l'installation, évoqué tout à l'heure à travers le dossier de récollement. Voilà les principaux points que nous observons lors de nos contrôles. Merci beaucoup. Alors, pour faciliter justement les bons réflexes de la part des particuliers, des constructeurs, des promoteurs, l'ARCEP va publier une plaquette d'information normalement avant l'été. Victor Tchiboudjian, est-ce que vous pouvez nous en donner les grandes lignes? Oui, alors, nous avons le projet donc de publier une plaquette sur le site de l'ARCEP visant à préciser les droits et devoirs de chacun, c'est-à-dire l'opérateur d'infrastructure, l'opérateur commercial, le particulier, mais aussi les cabinets d'études, les constructeurs de réseaux. Alors, finalement, il y aura 4 grandes étapes. La première, c'est ce qu'on demande aux particuliers ou aux promoteurs, c'est de contacter le plus tôt possible l'opérateur d'infrastructure. Finalement, c'est même dès l'obtention du permis de construire. Là-dedans, le particulier va fournir le nombre de locaux neufs concernés, le plan du projet, les dates prévisionnelles de livraison. Donc, c'est vraiment une étape primordiale. On le dit pas, on l'a beaucoup dit aujourd'hui, mais il faut vraiment le redire. Et cette plaquette vise à finalement mettre ça en avant. La seconde étape, c'est que le propriétaire, le promoteur, réalise ou fait réaliser par l'entreprise de son choix le câblage en fibre optique sur le domaine privé, mais aussi le génie civil en domaine privé et au droit du terrain sur le domaine public. Bien sûr, en respectant les règles de l'art et les spécifications techniques de l'OI. Les spécifications techniques de l'OI sont fournies au moment de la prise de contact et les règles de l'art sont globalement définies par les guides objectifs fibre. C'est pour ça que c'est très important de prendre connaissance de ces guides avant d'entamer les travaux. La troisième étape, c'est que l'opérateur d'infrastructure rend raccordable le bâtiment. Bien sûr, sous réserve d'avoir reçu tous les livrables, que les travaux ont été réalisés avec l'état de l'art, en respectant l'état de l'art. Et finalement, l'opérateur d'infrastructure vient intégrer dans ses systèmes d'information le nouveau bâtiment et vient surtout faire parfois un bout de génie civil entre le point de branchement optique et la limite du droit du terrain, compléter le réseau. Et enfin, la quatrième étape, c'est souvent l'opérateur commercial du choix finalement du particulier qui vient réaliser le dernier tronçon du raccordement final en fibre optique, du point de branchement optique jusqu'à la limite de propriété privée, où il va venir souder au PBO et souder aux limites de propriété privée pour pouvoir avoir une continuité optique et pouvoir proposer des offres en très haut débit aux particuliers. Peut-être une dernière remarque, ce guide, enfin cette plaque. C'est moi ou… On l'a perdu, hein? On a perdu Victor. On a perdu Victor. Bon, c'est les aléas du direct. Donc, tous les prestataires spécialisés qui pourront, bien sûr, accompagner le particulier ou le promoteur dans la réalisation de ces travaux. Alors, on vous a perdu un petit instant, en fait, Victor. Donc, je pense qu'on n'a pas entendu la dernière partie sur… Ah oui, je vais reprendre. L'accompagnement, voilà. Oui. Alors, en fait, donc, dans ce fichier Excel, il y aura les points de contact des opérateurs d'infrastructure, mais il y aura aussi tous les bureaux d'études spécialisés qui se déclareront auprès de l'ARCEP pour venir accompagner le particulier ou le promoteur dans ses travaux de câblage optique et de réalisation du génie civil. Et donc, j'invite tous les cabinets d'études présents aujourd'hui à…
certainement à contacter l'ARCEP ou à se faire connaître auprès de l'ARCEP. On va continuer sur cette question des bons réflexes de la part des particuliers. Je suis sûre que Christophe Prévost achèterait bien une 5e étape à la plaquette de l'ARCEP. Oui, alors je vais réagir, ce qui me permet, Anne-Sophie, à l'intervention de Victor de deux manières. D'une part, on voit qu'aujourd'hui, la vie est numérique et que la présentation de ce guide, on l'a fait en webinaire. Il y a quelques années, on l'aurait fait en physique, et on voit la nécessité d'avoir une performance multimédia irréprochable parce qu'on a besoin de pouvoir échanger et de manière extrêmement efficace. Donc, ce dont on parle aujourd'hui, c'est quand même le socle de la vie numérique qui est la réalité de tous les Français aujourd'hui et on n'imagine pas demain. Deuxième réaction par rapport à l'intervention de Victor, sa présentation est très claire, mais on voit la complexité que ça peut représenter pour des gens qui sont extérieurs au domaine, de comprendre le rôle et les devoirs de chacun des intervenants. Et donc, j'insisterai, comme l'a dit Jean-Marie, sur le fait que tout ce qui est préparation du raccordement du logement est bien à la charge du promoteur et de l'électricien. Et ça, c'est un gage de qualité et d'efficacité ensuite dans le raccordement. Petite réaction sur l'intervention de Victor. Ensuite, pour répondre sur ce point, cette 5e étape, partons du fait qu'effectivement, la vie aujourd'hui, elle est numérique. On fait de plus en plus de choses dans notre logement et on a besoin d'avoir cette connexion numérique partout dans le logement. Il y a quelques années, on aurait été très content d'avoir une bonne connexion devant sa box. Aujourd'hui, on a besoin d'une connexion parfaite dans l'ensemble des pièces du logement, avec une performance et une qualité irréprochable, que ce soit pour travailler comme ce qu'on est en train de faire, ou pour jouer comme certains adolescents peuvent le faire, ou pour d'autres questions de santé ou autres. Donc pour ça, il faut que, au-delà de cet apport de connexion qui est amené par la fibre optique, qui est rendu possible par, d'une part, des investissements colossaux de la puissance publique et des opérateurs privés pour déployer un réseau national. Ensuite, il faut réussir le raccordement, c'est le sujet de notre discussion d'aujourd'hui. Mais ensuite, l'important, c'est que ce très haut débit, il ne reste pas simplement devant la box, mais qu'il soit présent partout dans le logement. Et pour ça, l'infrastructure qui est prévue, qui est imposée par la réglementation, permet de créer un câblage qui va permettre de connecter, comme tu le disais tout à l'heure, Sébastien, par exemple, les équipements fixes en RJ45, mais aussi de permettre, par exemple, si vous avez une maison avec un étage, de positionner une borne Wi-Fi à l'étage qui va relayer le réseau Wi-Fi, créer un réseau Wi-Fi complémentaire, mais qui, lui, va être raccordé en filaire à la box, ce qui va permettre de créer une infrastructure qui sera fonctionnelle, performante, pas instable, comme on le voit dans nos différentes connexions. C'est très difficile d'avoir une stabilité pendant 1h30 pour l'ensemble des acteurs avec des connexions filaires. Et avec des connexions non filaires ou des infrastructures non sécurisées. Donc, et ça, c'est extrêmement important, encore une fois, pour notre vie numérique, mais aussi pour un dernier point, je terminerai là-dessus. Le logement évolue et aujourd'hui, les équipements du logement sont connectés. Alors, à la fois pour notre plaisir ou en tant que gadget, mais aussi pour des questions, par exemple, d'efficacité énergétique. On a des chaudières connectées, on parle du basculement vers le véhicule électrique, qui est une réalité, qu'il faut accélérer. La plupart des bornes de recharge, elles sont connectées, ce qui veut dire que dans un logement individuel, dans votre garage, il faut que vous ayez une connectivité à Internet, soit en Wi-Fi, soit en RJ45. Mais pour avoir le Wi-Fi dans le garage, il vaut mieux avoir un câblage RJ45 qui va ramener la connectivité et vous permettre, par exemple, de mettre une bande Wi-Fi qui vous permettre de couvrir vos usages dans votre garage ou en proximité de votre logement. Donc, encore une fois, gros investissement dans les infrastructures, un raccordement de qualité préparé par tout ce qu'impose le code de la construction et derrière un câblage efficace et des bornes Wi-Fi qui viennent relayer le réseau de l'opérateur et permettre aussi d'avoir une connectivité aux équipements qui soit indépendante de la box de l'opérateur parce qu'en cas de portabilité, vous n'avez pas à reprogrammer tous vos équipements dans votre logement. Merci. Alors, on arrive presque au terme de cette première table, de cette table ronde. Je n'oublie pas vos questions. On aura un petit temps de questions tout à l'heure. Je voulais poser une première question encore à Gauthier Nanou et Jean-Marie Bailly pour se dire, voilà, s'il y a une chose que vous pouviez faire évoluer, qu'est-ce que ça serait? Qu'est-ce que vous proposeriez? Et je vais passer la parole à Gauthier Nanou. Il y a une chose encore qui reste
je dirais, en suspens. Il ne faut pas révolutionner en fait, les choses. Aujourd'hui, quand un immeuble neuf en fait, se fait raccorder en électricité, il y a un consuel, il y a une attestation en fait, de bon achèvement en fait, des travaux. Le numérique, c'est un flux, c'est aussi un flux. C'est comme l'énergie. Donc, je pense en fait il faut passer par une attestation en fait, normative et qui, pour la bonne et simple raison, c'est que le particulier n'est pas obligé de faire en partie privative les travaux par l'opérateur d'infrastructure. Donc, il faut à un moment donné avoir une attestation pour que les règles de l'art soient respectées et que l'opérateur d'infrastructure puisse en fait maintenir en fait, et fournir la qualité de service recommandée. Donc, une proposition d'attestation type consuel, ELEC, en fait, pour la réseau-FI, pour avoir ce tiers, en fait, qui vient attester de la qualité des travaux entre ce qui a été fait en partie privative pour l'opérateur d'infrastructure. Jean-Marie Bailly, comment vous réagissez à cette proposition? Moi, je suis tout à fait favorable, puisque déjà, ça permettra donc d'avoir des travaux qui sont faits dans la règle de l'art, faits par des gens, des techniciens formés, des techniciens qui savent ce qu'ils doivent faire comme prestation pour arriver à un travail de qualité. Donc oui, une attestation, c'est une sanction de bonne réalisation. Alors soit c'est un consuel, soit c'est un autre document qui va donc prouver que l'installation a été contrôlée, que les fourreaux sont bien là, que les câbles sont bien raccordés, que nous avons fait les tests fibres, puisque ça a été dit, donc avec tous les, je dirais, homologués faire tous ces tests. Voilà. Donc favorable à une sanction, soit par un document, soit par une attestation consuelle. Alors, pas une sanction, au contraire, une récompense. Oui, une récompense, si vous voulez. Une récompense. Une valorisation. Voilà, une valorisation du travail bien fait. Est-ce qu'il y a d'autres réactions déjà autour de la table ou est-ce qu'on prend quelques questions du chat? Alors, on y va. Il y a des questions très, très pointues, donc je ne suis pas sûre qu'on les fasse toutes. Alors, je remonte. Donc, on avait une question, je ne suis pas sûre. Quand on a parlé d'attestation consuelle courant faible, en fait, on a une question sur quelle différence avec la certification FTTH réalisée par les opérateurs. Moi, je ne savais pas qu'il y avait une certification FTTH. Ça vous parle pas? Bon, on continue. Là, je pense aussi peut-être que c'est des références qu'on appelle soit la labellisation ou les passeports fibre, en fait, mais c'est pour le raccordement proprement dit du client, pas pour l'infrastructure. Là, on est sur le raccordement en fait, de l'opérateur commercial. Parfait, merci. Une question sur la reprise en exploitation du tronçon GC au droit du terrain sur le domaine public. Est-ce ce tronçon est rétrocédé à l'OI? Alors, en fait, là-dessus, une lecture stricte du L332-15 du Code de l'urbanisme, ça veut que le particulier construit le génie civil en droit du terrain. Donc, comme c'est lui qui le finance, le réalise ou le fait réaliser, a priori, c'est lui le propriétaire. Par contre, ça implique, pour la suite, pas mal de questions. Aujourd'hui, il y a une étude juridique qui est en cours côté ARCEP, mais aussi côté gouvernement, pour savoir comment on gère et on maintient ces tronçons de génie civil. Donc aujourd'hui, je ne pourrais pas forcément vous donner de réponse, mais c'est une question qui est dans le radar. Super. Vous en avez une autre sur l'article L332-15. Je pense qu'on vous laisse prendre et on répondra plutôt après. Vous les voyez aussi en tant que panélistes, les questions. Donc, si vous y en avez certaines que vous voulez prendre, n'hésitez pas. Les sont de plus en plus nombreux, TV, nanana. Alors, il y a une petite question là sur aujourd'hui, les besoins de raccordement en réseau sont de plus en plus nombreux aux environs de la télé, principalement avec les logements, avec la télé connectée, le disque dur externe, la console de jeu, le décodeur. Et le nombre de prises RJ45 est souvent insuffisant dans le salon, finalement. Pour faciliter le câblage des particuliers, est-il envisagé de proposer une PTO dans la pièce principale depuis la DTIO? Donc ça, je peux peut-être Christophe. Je vais essayer de répondre à cette question. En fait, il y a
il y a pour moi deux questions dans la question. Il y a le nombre de prises RJ45, que ce soit dans le salon ou dans le reste du logement. Donc aujourd'hui, on a une imposition normative qui prévoit un minimum de prises RJ45 qui sont définies en fonction de la taille du logement. Mais bien entendu, on peut très bien étendre ce nombre de prises pour permettre d'avoir une meilleure connectivité. Et c'est quelque chose qui est souhaitable. Mais encore une fois, la réglementation, elle est là pour imposer un minimum normatif, pas pour imposer un nombre de prises qui permet un plein usage du multimédia. Donc moi, je vous recommande effectivement de prévoir plus de prises, à la fois dans votre salon, mais aussi dans le reste du logement. Et la deuxième question, c'est autour en fait, de la terminaison optique. Donc, si vous avez une terminaison optique dans votre coffret de communication avec une prise terminale optique ou un DTIO, vous pouvez très bien avoir ensuite un conduit ou un déport optique qui va prolonger en fait, l'optique jusque dans le salon, si vous voulez positionner votre box optique dans le salon. Ce qui vous permet encore une fois d'avoir la box dans le salon et puis d'utiliser une des RJ45 qui est prévue dans l'infrastructure pour ramener le signal Ethernet dans le coffret de communication, et avec un switch Ethernet, vous allez pouvoir alimenter l'ensemble des prises du logement pour vous permettre de bénéficier d'Internet partout dans le logement. Donc voilà, donc il est tout à fait possible, voire souhaitable, d'avoir une deuxième prise optique si vous souhaitez positionner votre box dans le salon. Un sujet à discuter avec son intégrateur électricien, certainement. Exactement. On a des questions très concrètes sur des bureaux d'études qui ont entendu votre appel, Victor Tchiboudjian, et qui demandent comment on peut se déclarer auprès de l'ARCEP. Alors, Victor, oui, votre micro est coupé. Ah, pardon. Excuse-moi, j'ai une coupure. Ah, il y a des questions. En fait, votre appel a été entendu de la part des bureaux d'études. Et ils demandent concrètement comment ils peuvent se déclarer auprès de l'ARCEP pour être référencés. Très bien. Alors, le process pour être référencé est en cours de définition pour en mettre un processus plutôt industriel. Là, en ce moment, on est en train plutôt d'établir la liste. Donc, ce que je vous propose, c'est de me contacter personnellement à l'adresse victor.tchiboudjian@arcep.fr. C'est vraiment mon prénom, point le nom, @arcep.fr. Vous m'envoyez votre nom le nom de votre cabinet si vous êtes plutôt orienté vers les particuliers ou les promoteurs de lotissement de grands ensembles. Et on pourra échanger là-dessus sur comment on pourra vous inscrire à ce fichier. Parfait. Écoutez, je pense qu'on arrive au terme du temps qui nous était imparti. Je vous propose à tous un petit tour de table finale avec une dernière phrase de conclusion. On commence par vous, Jean-Marie Bailly. Oui, merci pour me donner la parole. Oui, moi, je suis tout à fait favorable à ce qui a été dit ce matin, notamment ce guide. Ce guide, je pense que ça va être un outil qui va permettre à tous les intervenants, tous les intégrateurs, de faire un travail qui corresponde à ce qu'on puisse attendre, justement ce que disait Christophe. On a besoin d'avoir de la connectique partout dans le logement. On a besoin que ce travail soit fait dans les règles de l'art pour que ça puisse bien fonctionner, tout puisse bien communiquer. Donc oui, pour moi, c'est un bon guide et que je ferai connaître autour de moi et dans la profession. Merci. Gauthier, Nanou, un petit mot de la fin? Bon, je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Jean-Marie. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a encore des étapes à suivre. Et je pense qu'elles sont déjà identifiées, donc c'est déjà une bonne chose. Donc, poursuivons, et je pense que le guide sera enrichi en fait de toutes ces nouvelles idées dans les années à venir. Voilà. Sébastien Olivier? Écoutez, moi, je suis ravi d'avoir participer à ce webinaire et surfer sur la vague du certificat consensuel courant faible initié par Gauthier, Christophe, Jean-Marie. Donc, merci à vous. Pour étendre un peu le sujet, parce que ce qui est neuf aujourd'hui devient existant demain, et on l'a vu, c'est finalement les mêmes sujets. Finalement, c'est peut-être dire ici qu'il serait urgent et probablement intéressant pour les usagers de développer ce que j'appellerais un diagnostic numérique
dans les diagnostics obligatoires, puisque les enjeux sont multiples, variés. On a parlé de télétravail, de silver economy, de pilotage des énergies, du quotidien, hein, ne serait-ce que pour aller sur Doctolib, on vous demande si vous avez une bonne connexion, hein, tout simplement. Voilà, donc je pense que dans les bonnes pratiques et la valorisation de tous les acteurs, reprises notamment dans le guide, il faut aller encore plus loin et couvrir l'ensemble des spectres et des usages dans tout le territoire français. Aider nos concitoyens à comprendre si leurs logements, effectivement, sont de qualité ou pas au regard de la vie numérique. Christophe Prévost, un mot de la fin? Alors, écoute, merci pour ce mot de la fin. Je reprendrai ce que dit Sébastien. Je pense que l'essentiel aujourd'hui, les solutions, elles existent et tout a été défini, organisé entre les différents acteurs pour déployer la fibre optique ou prévoir les connexions dans le logement. Mais la grosse difficulté, c'est que finalement, on est quand même dans un système qui est assez complexe, où l'ensemble des acteurs, que ce soit les professionnels ou le particulier, l'usager derrière, ont un peu de mal à se repérer dans cet environnement qui est un peu nouveau. Et donc, je pense que l'enjeu principal, c'est la communication. Et ce guide est un très bon exemple de ce qu'il faut faire, je pense, pour arriver à ce que chacun prenne conscience de comment on doit travailler, interagir pour bénéficier de cette infrastructure essentielle et de diagnostic numérique et peut-être un outil pour le particulier pour finalement comprendre comment se situe son logement par rapport à ce qui peut exister et puis identifier ce qu'il pourrait faire pour avoir la performance numérique qu'il souhaite avoir, encore une fois que ce soit dans le neuf ou dans un logement récent ou existant, qui peut subir aussi une rénovation, parce que, encore une fois, les enjeux numériques, ils sont colossaux, tout le monde le sait, c'est une des premières choses, une première question qu'on se pose, et puis quand on prend un nouveau logement, la première chose qu'on cherche à avoir, c'est cette connectivité. Donc, il faut qu'on donne les moyens finalement aux particuliers de se retrouver avec une infrastructure qui fonctionne bien en utilisant les différents acteurs, les opérateurs d'infrastructure, les électriciens, les promoteurs, etc. et le consuel. On finit avec vous, Victor Tchiboudjian. Oui, alors peut-être deux choses. Lorsqu'on veut la fibre optique chez soi et lorsqu'on veut éviter des délais à rallonge pour le raccordement et des mauvaises aventures, on prend contact avec l'opérateur d'infrastructure pour connaître ses spécifications et surtout on prend connaissance des guides d'objectifs fibre qui définissent les règles de l'art et qui sont essentielles pour le déploiement de la fibre optique dans les maisons et les locaux professionnels. Merci à tous. Écoutez, je recède la parole à Marc. Merci beaucoup Anne-Sophie. Et puis merci aux 5 panélistes. Je pense que les échanges ont été très riches et c'était un peu l'objet de cette table ronde, c'est de confronter les réalités opérationnelles par rapport au guide. Donc merci infiniment pour le temps que vous avez consacré à cette table ronde. On essaiera de répondre à toutes les questions dans un deuxième temps. Voilà, donc on a compris les enjeux pour accorder les immeubles neufs. Effectivement, c'est d'abord la bonne connaissance du cadre réglementaire de l'écosystème, ça c'est fondamental. Et puis ensuite, une bonne coordination entre les différentes parties prenantes. C'est la particularité qu'il y a par rapport à raccorder des immeubles des locaux dans l'existant. Bon, c'est ce que ce guide s'attache à faire. J'ai bien pris en compte toutes les remarques, tout ce qui pourrait être ajouté au guide et on prendra en compte toutes ces remarques dans le cadre de la déclinaison de ce guide 2023 dans sa version interactive qui devrait sortir en fin d'année. Donc évidemment, c'est toujours très important pour nous d'avoir des feedbacks, d'avoir des commentaires, d'avoir des remarques pour qu'on puisse en permanence enrichir les guides. Didier vous a rappelé que ce guide 2023, en fait, annule et remplace un guide qui avait été fait en 2017 parce que les choses bougent, voilà, il faut qu'on colle à l'évolution des besoins du marché. Donc, le prochain guide se trouvera encore enrichi par rapport à toutes les contributions de cette table ronde. Donc, merci encore à vous 5. Merci Anne-Sophie pour avoir animé cette table ronde. Et maintenant, je vais passer la parole à Yannick Saint-Roch, directeur général du CERS, pour la clôture de ce webinaire. Voilà, Yannick, c'est à vous. Oui, bonjour à tous. Merci Marc de me passer la parole pour des propos un peu généraux sur la clôture. Alors tout d'abord, je vais parler du CERS, qui est un membre fondateur d'Objectifs Fibre.
Nous sommes particulièrement attachés aux travaux du groupe de travail Bonnes pratiques professionnelles dont les résultats vous ont été présentés aujourd'hui, mais aussi au groupe de travail formation dont je parlerai tout à l'heure. Le CERS, très rapidement, les entreprises qui sont adhérentes représentent à peu près 22 milliards de chiffre d'affaires, une dizaine de pourcents de ce chiffre d'affaires est réalisé sur les réseaux de télécommunications. Donc la fibre est un secteur important de notre activité. Ce qui est anecdotique mais très important dans l'histoire du CERS, c'est que notre organisation a été créée il y a 100 ans, en 1922, pour accompagner l'électrification de la France. Donc très logiquement, très naturellement, nous avons aussi, nos entreprises ont accompagné le tournant numérique sur le XXIe siècle, et notamment avec le plan très haut débit. Le plan donc France très haut débit avait un triple objectif que je vais rappeler ici: qualité, homogénéité et résilience. Si je prends l'homogénéité de la couverture et du raccordement du territoire, je rappelle, ça a été fait pendant le séminaire, très bien. Hein. Au 31 décembre 2022, il y a 80% des prises raccordables qui sont déployées. Ça représente 18 millions d'abonnés. Donc, ce sont des résultats qui sont extrêmement significatifs, plutôt une réussite. Il faut aujourd'hui se mobiliser, que l'ensemble de la filière se mobilise sur atteindre la complétude de cette couverture. Je dirais un petit mot quand même de la résilience, puisque en fait, la résilience, c'est quand même le sujet de la vie du réseau. C'est la question de la maintenance. Et d'une manière plus générale, la question de la résilience se pose pour l'ensemble des réseaux par rapport au changement climatique, leur adaptation à ce changement-là. Donc, il va falloir aussi se poser de la même manière cette question par rapport à la fibre. Enfin, sur les triptyques qui étaient les objectifs du plan France haut débit, le dernier ou le premier, c'est la qualité. C'était en fait le sujet majeur de ce séminaire d'aujourd'hui. C'est un sujet qui aujourd'hui est très récurrent dans différentes instances, que ce soit avec l'ARCEP, la NCP, au sein des discussions de la VICA. Dans cet objectif de qualité, les guides sont le document de référence pour l'ensemble des acteurs sur les aspects techniques, opérationnels. Quand je vois les questions qui ont été pointues, très pointues, qui ont été posées par nos auditeurs, on voit bien effectivement l'attente que suscitent ces guides sur des choses très opérationnelles. Ces guides sont le résultat, le fruit d'un travail collectif de l'ensemble de la filière. C'est important de souligner, c'est tous les acteurs de la filière qui travaillent, et je félicite tous ceux qui ont été les plumes de ces différents guides, puisque nous avons un travail qui aujourd'hui s'inscrit dans le temps. Donc des guides qui rappellent le cadre réglementaire, les attendus, qui vont détailler de manière très didactique les cas de figure les plus couramment rencontrés sur le terrain, donc répondre aussi à des attentes très opérationnelles. Et puis, ces guides, c'est important, rappellent également les prérequis en termes de formation. La formation, alors c'est un sujet sur lequel, je l'ai dit au départ de mon propos conclusif, le CERS, nous sommes très attachés, comme l'ensemble des acteurs, d'Objectif Fibre, puisque la connaissance, voire même la maîtrise des règles de l'art, c'est une chose, mais il faut aussi pouvoir les mettre en œuvre sur un chantier, sur le terrain, avec toutes les équipes opérationnelles. Donc la formation, c'est important, et d'ailleurs, à ce titre, l'accompagnement des centres de formation, c'est le deuxième pilier de l'action d'Objectif Fibre. Alors, cet accompagnement, il se fait via un référencement des organismes de formation, ce qui permet à ces organismes de formation d'être totalement intégrés dans l'ensemble de l'écosystème, d'être à proximité la plus importante avec les différentes entreprises. À ce jour, nous avons 48 organismes de formation qui sont référencés, donc ce qui nous assure un bon maillage du territoire, puisque, je rappelle, l'objectif premier aujourd'hui, c'est d'atteindre ces 100%, de terminer ces 20% qui nous restent à terminer sur la couverture du territoire. La question des compétences est d'une manière générale extrêmement importante dans cet objectif des 100% que je viens de rappeler, mais aussi pour accompagner de nouveaux défis, de nouvelles évolutions. Il y a le décommissionnement du réseau cuivre qui
sur lequel il faut travailler aujourd'hui. Tout le développement des data centers qui est aujourd'hui beaucoup plus important qu'il ne l'était il y a 10-15 ans. Le déploiement des réseaux mobiles qu'il faut continuer à accompagner. Et puis aussi les réseaux locaux d'équipements connectés qu'il faut pouvoir là aussi accompagner. Tous ces sujets-là sont traités notamment par un EDEC de la filière et je ne peux que vous encourager à aller regarder sur ces aspects les travaux, l'analyse qui a été faite par le cabinet Catalyse sur les besoins compétences de la filière. Et puis, un dernier point pour revenir sur les travaux d'Objectif Fibre et sur le guide qui vous est présenté. Rappelez, donc, c'est un travail collectif. Et c'est un travail collectif parce qu'il est collectif, avec le sens de l'intérêt commun, dont les travaux sont mis à disposition de tous gratuitement. Donc, encore une fois, merci et félicitations à tous ceux qui ont travaillé pour cet objectif-là. Merci Marc de m'avoir donné l'occasion de souligner ces quelques propos. Et voilà pour ma part. Merci beaucoup Yannick. Écoutez, nous arrivons au terme de ce webinaire. Quelques mots de conclusion de ma part pour un peu faire la synthèse de ce qui a été dit. D'abord, pour revenir sur ce que disait Yannick, je pense que ce qui est effectivement très important, c'est de rappeler que l'essence même d'Objectif Fibre, c'est de travailler pour le bien commun dans un esprit collaboratif, coopératif et collectif. D'ailleurs, tous les travaux de la plateforme sont ouverts à tout contributeur qui pense avoir quelque chose à apporter. Donc, ces travaux sont ouverts et nous avons aujourd'hui 4 groupes de travail qui sont plus que ravis d'accueillir les contributeurs. Cette initiative Objectif Fibre a cette particularité donc de travailler de façon collective, neutre et pour le bien de la filière. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est intéressant de voir que on est de plus en plus sollicité par des pays autour de nous pour comprendre un petit peu comment cette plateforme a pu voir le jour. Parce que c'est vrai, quelquefois, on fait un peu figure d'ovni. J'ai très récemment été contacté par une municipalité en Irlande qui voulait un peu comprendre comment Objectif Fibre avait pu voir le jour et quelle était l'essence de cette plateforme. On est régulièrement sollicité également par des régulateurs ou par des pays d'Europe de l'Est ou d'Afrique pour essayer éventuellement de dupliquer ce modèle un peu particulier. Ce que je retiens de ce webinaire aujourd'hui, qui a été très riche, alors d'abord, je vais enfoncer un peu une porte ouverte, mais il ne faut pas oublier que les locaux neufs, et Didier l'a rappelé, c'est à peu près 375 000 locaux neufs qui se construisent par an, dont plus de la moitié dans l'individuel. Ces locaux, au même titre que les locaux existants, se doivent d'être raccordés à la fibre optique. Alors, ça va sans dire, mais ça va encore mieux en le disant. D'autant plus que vous l'avez compris, le raccordement des locaux individuels est différent dans le neuf de l'existant. Et donc, je pense que ce qui est très important, ça a été rappelé pendant la table ronde, c'est qu'il faut avoir cette connaissance du cadre technique et réglementaire spécifique aux locaux neufs, que ce soit des locaux collectifs, c'est ce qu'on a fait l'année dernière, ou les locaux individuels. Ça, c'est très important et ça fait partie des premières pages du guide 2023 que vous pourrez découvrir. C'est vraiment repréciser qui fait quoi. Je pense aussi que ce sera reprécisé dans la plaquette que l'ARCEP a annoncé sortir dans les mois qui viennent. Donc, c'est très important d'avoir cette bonne connaissance de l'environnement et de l'écosystème. La deuxième chose que je retiens qui est très importante, c'est l'obligation de bien se coordonner. Ça a été dit à plusieurs reprises, notamment par Didier, mais également par les participants à la table ronde. S'il n'y a pas une bonne coordination entre les différentes parties, que ce soit le maître d'ouvrage, l'OI, l'installateur, l'électricien, ça ne pourra pas fonctionner correctement. Troisième point qui est très important, ça a été aussi rappelé de nombreuses fois par les intervenants, mais aussi dans le chat, c'est d'anticiper les choses. C'est-à-dire que dès la phase de conception, dès la phase de rédaction du permis de construire, il est absolument fondamental de se rapprocher, d'identifier l'OI, de s'en rapprocher, pour préparer le terrain, pour faire en sorte que le raccordement se fasse correctement. Au point qu'il est aussi important de rappeler, mais encore une fois, ce sera la deuxième porte ouverte que je vais enfoncer ce matin.
il est important que ces locaux, comme tous les locaux, soient raccordés dans les règles de l'art avec l'objectif de qualité qui doit être partagé par l'intégralité de la filière. C'est fondamental. L'infrastructure optique qui est déployée en France, elle a vocation à durer plusieurs décennies, donc il est important de faire les choses bien. Et pour paraphraser quelqu'un qui évolue dans ce secteur depuis des années, il faut faire bien avant de faire vite. Si on peut faire vite et bien, c'est encore mieux. En tout état de cause, il faut faire bien du premier coup. C'est l'objet de ces guides. Ces guides sont encore une fois à la disposition de tout le monde. Ça a été dit plusieurs fois. Ils sont gratuits, ils sont disponibles sur la plateforme Objectif Fibre. Le guide 2023 verra sa version interactive déployée et développée dans les prochains mois pour le rendre encore plus facile d'utilisation sur le terrain par les installateurs notamment. Donc voilà, si vous deviez retenir qu'un point, téléchargez ces guides, regardez-les, je ne vais pas vous dire apprenez-les par cœur, mais parcourez-les, faites-nous des retours, faites-nous des commentaires sur ce qui vous paraît devoir être détaillé ou ce qui vous paraît manquer. Évidemment, ces guides ont vocation à être complétés. Diffusez-les autour de vous. J'ai bien entendu le propos de M. Bailly qui va diffuser ces guides autour de vous. C'est très important. Ces guides ayant vocation à être le référentiel, ces guides étant neutres, ils sont là pour tout le monde. Ils sont vraiment à la disposition de la filière pour la filière. Donc, je peux que vous encourager à les diffuser autour de vous. Voilà, pour finir, je voudrais adresser quand même beaucoup de remerciements. D'abord à nos différents intervenants, donc Didier pour la présentation du guide, Anne-Sophie pour l'animation de la table ronde, nos 5 panélistes. Merci encore une fois de votre temps pour cette table ronde qui, je pense, a été assez intéressante et a soulevé un certain nombre de points. Merci aux réponses que vous avez apportées aussi aux différentes questions posées dans le chat, même si on n'y a pas répondu intégralement, mais on va s'attacher à le faire. Merci à Yannick Saint-Roch pour sa conclusion. Un immense merci à tous les contributeurs de ce guide, mais également de tous les guides. Vous l'avez compris, ces guides ne sont ce qu'ils sont que parce qu'il y a une mobilisation de la filière pour contribuer à leur écriture et pour contribuer au fond. Donc, merci infiniment à tous ces contributeurs sous la houlette de Didier qui se sont mobilisés pendant un an. Il faut savoir que la gestation d'un guide, c'est 1 an. Donc, merci à vous tous. Merci aussi à nos partenaires, donc l'Espace Hamelin, Deveco et Agence 18, qui ont permis la réalisation de ce guide et de ce webinaire. Et puis enfin, merci à vous tous qui avez participé à ce webinaire. On était au plus fort à près de 200 personnes, ce qui montre qu'il y a une attente de la filière pour toutes ces questions liées au raccordement des locaux, notamment des locaux neufs individuels. J'espère que vous aurez trouvé un certain nombre de réponses dans les échanges qui ont eu lieu. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne lecture de ce guide 2023. Et puis je vous donne rendez-vous pour sa version interactive fin d'année 2023. Voilà, merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée.